Introduction au chapitre 3, dans l'ombre de Jack l'Éventreur. Plongé dans les ténèbres de Whitechapel, où les rues étroites et sombres cachent des secrets mortels. Dans ce chapitre, l'ancien inspecteur-chef Higgins et son collègue, Scott Marlowe se retrouvent face à une énigme macabre. Les meurtres récents ressemblent étrangement à ceux commis par le légendaire Jack l'Éventreur. Les ombres du passé semblent se réveiller, et chaque pas dans cette enquête rapproche Higgins d'un danger insoupçonné. Au cœur d'un appartement abandonné, où les toiles d'araignée et la poussière témoignent d'une longue désolation, Higgins interroge des suspects dont les secrets pourraient bien menacer l'équilibre même de la couronne britannique. Parmi eux, un duc hautain dont la présence dans ce quartier misérable éveille les soupçons. Et puis il y a Annabella, une femme mystérieuse aux allures envoûtantes qui semble en savoir plus qu'elle ne le laisse paraître. Mais attention, car dans l'ombre, un tueur rôde, prêt à frapper à nouveau. Les indices s'accumulent, les tensions montent, et chaque mot prononcé pourrait être le dernier. Qui est ce nouveau Jack l'Éventreur? Et jusqu'où Higgins devra-t-il aller pour démasquer le monstre qui se cache derrière ces crimes horribles? Préparez-vous à un voyage haletant, où le suspense et la frayeur se mêlent à chaque tournant. Le chapitre 3 vous emmène dans un labyrinthe de mystères et de dangers, où la vérité est aussi insaisissable que l'ombre d'un tueur en série. Oserez-vous suivre Higgins dans cette quête périlleuse? Audio Bookscapes. Chapitre 3. Pendant que les bobbies étaient le plus gros de la poussière, Higgins examinait les lieux. L'ancienne boutique avait été transformée en appartement de 2 pièces, aussi misérables l'une que l'autre. Elle avait été abandonnée depuis longtemps, à en juger par la taille des toiles d'araignée. Jack l'Éventreur, s'était-il vraiment dissimulé dans ce logis insalubre, où le soleil n'avait jamais réussi à entrer? Scott Marlowe, de plus en plus mal à l'aise, apporta une nouvelle liste à Higgins. Elle ne comprenait plus que 7 noms. Pourquoi cela? Un simple recoupement. Il faisait déjà partie de la liste des 20 suspects. Voici la seconde fois qu'ils sont interpellés à Whitechapel le jour d'un meurtre. Il y a aussi une sorte de dame qui voudrait voir la police. Moi, j'ai refusé de lui parler. Faites entrer. Higgins, ne pourrait-on choisir un autre endroit? Mon bureau du Yard, par exemple. Faites entrer. L'ex-inspecteur-chef avait pris place derrière une grande table de bois. Il avait trouvé une chaise paillée, qui ne risquait pas de s'écrouler. Derrière lui, des fenêtres bouchées. À sa gauche, des étagères remplies de bibelots si dérisoires que personne n'avait songé à les voler. La dame entra, une jolie blonde d'une trentaine d'années, vêtue d'une robe à pois rouge, largement décolletée devant comme derrière. Aux pieds, des escarpins de la même couleur qui ne devaient pas passer inaperçus. Higgins, qui appréciait une légère touche de maquillage semblable à l'ultime note de couleur apposée par tourner sur la toile presque achevée, jugea excessif celui de cette charmante personne. « Je m'appelle Annabella, dit-elle. À Whitechapel, je connais tout le monde, sœur. Je ne suis qu'un inspecteur du Yard, rectifia Higgins, qui avait toujours refusé d'exposer ces titres de noblesse que seuls les vrais érudits connaissaient. Je m'excuse, dit Annabella avec un effroyable accent cockney, qui l'aurait fait immédiatement chasser d'une maison respectable. Quelle est votre profession, madame? Mademoiselle, précisa Annabella dont les pommettes fardées rosirent. Je suis assistante de cœur. J'aide les gens à mieux vivre, vous comprenez? Les problèmes sentimentaux, c'est mon job. Higgins passa sur les facilités de langage. Annabella, en dépit d'une éducation qui laissait à désirer, était vraiment une jolie femme. Les gens hésitent à causer, dit-elle, mais pas à moi. Alors, j'ai recueilli les témoignages et je les ai donnés à la police. Il y en a d'autres qui ont causé directement, pour sûr, mais moi je sais presque tout. J'aime la police. Mon papa était Bobby. Alors, vous comprenez. En quelque sorte, vous appartenez à la grande famille du Yard, conclut Higgins, un magnifique sourire anima les lèvres délicieuses d'Annabella. Voilà, inspecteur. Vous m'avez compris. Comprise, rectifia Higgins mentalement. Je vous propose d'être mon assistante, mademoiselle. Je dois procéder au premier interrogatoire d'un certain nombre de suspects. Consentiriez-vous à m'aider? La jolie blonde tapa dans ses mains et sautilla sur place. Aider le Yard? C'est formidable. J'en ai toujours rêvé. Heureux de vous permettre de réaliser cet idéal. Voyons, ce rideau déchiré sur ma droite, s'il était réparé, vous pourriez vous cacher derrière et observer mes interlocuteurs. Je m'en occupe.
Je suis la meilleure couturière de Whitechapel. Je vais chercher mon matériel et je reviens. Higgins contint un sourire. Elle était tout à fait charmante. La mine de Scott Marlowe, engoncée dans un costume étriqué et froissé, apparaissait nettement moins amène. Je suis très ennuyé, Higgins. Parmi les suspects, il y a un personnage fort important, un duc de très haut lignage. Je me demande s'il ne faudrait pas oublier sa présence. Supposez qu'il soit lié de près ou de loin à la famille royale. Au sujet de Sa Majesté, a les mêmes devoirs devant la loi. Le superintendant redoutait la rigueur morale de son collègue. Il craignait tout autant de commettre un impair qui ruinerait sa carrière. Depuis son enfance, Marlowe était amoureux de la plus belle femme du monde, la reine Élisabeth II. Il rêvait d'appartenir au corps d'élite, qui formait sa protection rapprochée. Encore fallait-il présenter d'impeccables états de service. Higgins avait éprouvé une réelle difficulté à rester calme. Unduk. Comment ne pas se souvenir du principal suspect de 1888, le duc de Clarence Albert Victor Édouard, petit-fils de la reine Victoria, fils d'Édouard VII, oncle de la reine régnante, second dans l'ordre de la succession au trône. Le duc de Clarence, officiellement décédé en 1892, mais réellement mort en 1925, dans un asile de fous à la suite d'une syphilis inguérissable, n'avait-il pas été désigné comme le probable assassin des filles de rue qu'il avait prises en haine, les jugeant responsables de ses maux? L'histoire se répétait-elle avec les mêmes accents tragiques? Tout de même, Higgins, ne pourrait-on envisager une exception? Aucune exception. Cette affaire est peut-être plus grave que vous ne l'imaginez. Si mon interprétation est exacte, c'est la couronne qui pourrait souffrir de ces drames, sinon l'Angleterre elle-même. Le superintendant frissonna. Higgins venait de prononcer les paroles qu'il redoutait d'entendre. Comment agir? Identifions le coupable avant le 30 septembre. Ce jour-là, Jack l'Éventreur a commis 2 meurtres, à 1 ou 2 heures d'intervalle. Si l'assassin se prend pour sa réincarnation, il suivra fidèlement le calendrier. Aussi ne devons-nous écarter aucune piste, même si le chemin de la vérité nous conduit à l'un des personnages les plus éminents du royaume. Annabella ne s'était pas vantée. Elle avait réparé de manière exemplaire le rideau qui la cachait, y ouvrant une légère fente. Le superintendant introduisit dans la misérable demeure un personnage hautain qui lui tendit son haut de forme, ses gants et une canne. « Tenez-moi ça, mon brave. Où dois-je me rendre ?» Marlowe indiqua la pièce du fond. Il confia les précieux objets à l'un de ses hommes et introduisit le suspect dans le bureau improvisé de Higgins. « Je n'ai pas l'intention de séjourner longtemps dans ce bouge, » annonça-t-il. « Sachez, messieurs, que mon rang m'interdit de fréquenter de semblables endroits. »« Mais pas Whitechapel, » rappela Higgins. « Pourrais-je connaître votre identité ?»« Je suis Lord Khyber Renick. Cela vous suffit-il » Higgins avait reconnu ce duc, célèbre pour ses hautes de forme, ses gilets à l'ancienne et ses montres à gousset. Très maigre, la lèvre dédaigneuse, le front dégagé, il n'avait que mépris pour les gens inférieurs à sa condition et se piquait d'appartenir à une famille pourvue des plus faramineux titres de noblesse. De quelle manière justifiez-vous votre présence dans ce quartier le 31 août et aujourd'hui même, monsieur le duc? Ôtant et remettant une bague en or à l'annulaire gauche, Lord Khyber Renick évita le regard de l'ex-inspecteur-chef. « Votre question est inepte. Par sens civique, j'ai accepté d'être interpellé. La plaisanterie a assez duré. Si vous continuez à m'importuner, je serai contraint de faire intervenir les plus hautes autorités de ce pays. Votre carrière pourrait être fort compromise, monsieur. »« Monsieur, comment ?»« Higgins, faites donc intervenir Lord Khyber. Je n'ai rien à craindre. Vous, en revanche, avez beaucoup à perdre. 2 meurtres viennent d'être commis. Un fou criminel rôde. Le devoir du Yard consiste à l'arrêter. L'aristocrate ricana. Arrêtez-le, mon ami. En quoi cela me concerne-t-il? J'ai un dîner de 150 couverts ce soir, et je n'ai pas l'intention de faire attendre mes invités. Expliquez-moi les raisons de votre présence à Whitechapel, et je vous libère. Un instant, le regard de Higgins croisa celui de son interlocuteur. Il y déchiffra de l'angoisse, et surtout un sentiment d'égarement. Lord Khyber Renick semblait perdu dans un monde empli de brouillard où il ne parvenait pas à trouver de point de repère. Il semblait très fragile, incapable de résister aux événements. Sa morgue, apprise au cours d'une éducation trop stricte, ne servait qu'à cacher une faiblesse qu'il osait à peine s'avouer à lui-même. « Je n'ai aucune explication, inspecteur, aucun alibi. Comme vous dites dans votre langage policier, en aurais-je que je ne vous le donnerai pas.
Votre comportement est intolérable et insultant. On ne soupçonne pas un homme comme moi. Scott Marlowe souffrait. Il eût préféré que son collègue lâchât sa proie au plus vite. Mais Higgins était connu pour son obstination et sa patience. Les hommes sont de curieux animaux. Lord Kibert, on les croit nobles et ils sont vils. Cela suffit, inspecteur. J'exige que... Un tout sottement interrompit l'aristocrate. Il se tourna vers le rideau. Il y a quelqu'un. On nous écoute. Annabella sortit de sa cachette. En la voyant, Lord Kibert Rennick blêmit. Connaissez-vous cet homme, mademoiselle? Bien sûr. Il vient souvent dans Whitechapel. Je n'en supporterai pas davantage. Le témoignage de cette fille n'a aucune valeur. Furieux, le suspect quitta la pièce, prit au passage eau de forme, gants et canne, et sortit de la misérable demeure à pas précipités. Marlowe n'avait pas osé le retenir. Qu'est-ce qui lui prend? S'étonna Annabella. D'ordinaire, c'est une brique. Dans un langage suranné, quoique ne manquant pas d'élégance, l'expression désignait un gentleman silencieux comme une brique, d'aspect plutôt impénétrable et dépourvu de toute fantaisie. « L'avez-vous consolé ?» demanda Higgins, arquant les sourcils avec une distinction que lui imposait cette délicate question. « Moi? Non, il n'aime que les rousses. Aucune des deux victimes n'était rousse, » précisa Scott Marlowe avec soulagement. « Ce fait innocente, Lord Kibert Rennick. » Higgins, utilisant un crayon Staedtler B à la pointe finement taillée, prit de nombreuses notes sur un carnet noir. Il craignait d'avoir à recouvrir de nombreuses pages de son écriture fine avant d'entretenir des certitudes. « Tâchez de vous montrer plus discrète », recommanda-t-il à Annabella lorsque Scott Marlowe alla chercher le second suspect. Après cette rencontre troublante avec Annabella et le mystérieux Lord Kibert Rennick, quelles révélations inattendues vous attendent dans le prochain chapitre? Higgins parviendra-t-il à percer le secret qui se cache derrière les mensonges et les ombres de Whitechapel? Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et découvrir ensemble le chapitre 4, où chaque mot pourrait être la clé pour déjouer le plan du tueur. Audiobookscapes